Je suis Jean Sauce et je suis né dans la Meuse le 5 avril 1937 à Mézeray. J'avais envie de voyager. De toute façon, on était sur une petite ferme. Mes parents avaient une petite ferme. On ne pouvait pas rester à 4 garçons sur la ferme. Donc, il fallait bien quitter le coin. C'est pour ça que je suis parti dans la marine. Je suis affecté par la suite sur le Jean Bart, à Brest. C'est un cuirassé, très gros bateau de guerre. Je montais la veille dans la tourelle, tout à fait au sommet de la tour du bateau. Et bien souvent, on redescendait, on avait un mal de mer. D'ailleurs, c'était un des premiers, mais ça ne sera pas le dernier. Et là, après être resté pendant 2 mois sur le cuirassé, là, le Jean Bart, on demande des volontaires pour partir en Indochine. Donc, je vais postuler, je suis d'accord pour partir, mais il fallait que mes parents signent, parce que je n'avais pas 18 ans. Ils ont signé, ouais, pas de problème. Ensuite, j'embarque sur un bateau civil pour rejoindre Saïgon. Et là, on a mis 21 jours pour arriver à Saïgon. Et oui, quand on part là-bas, il y a la guerre qui est toujours en cours sur l'Indochine, bien sûr. Et je me souviens, avant de partir à Marseille, quand on a embarqué à Marseille, j'ai regardé Notre-Dame de la Garde. J'ai dit, j'espère qu'elle va me préserver, que je revienne un de ces jours la voir. On ne sait pas exactement où sera notre affectation. Et on a demandé un volontaire pour partir sur le Francis Garnier, qui était un aviso-escorteur. Et j'avais envie de partir sur un autre bateau qui était plus léger et plus mobile. Et c'est pour ça que j'ai fait volontaire. On était 5 volontaires pour partir sur le Francis Garnier. Il fallait en désigner un. Et j'ai eu le facteur chance de tirer sur la bonne bûchette, ce qui m'a permis de partir sur ce Francis Garnier. Et quand je suis arrivé sur le Francis Garnier, on m'a affecté comme maître d'hôtel sur ce bateau des sous-officiers, des seconds maîtres. Alors donc, j'étais à l'arrière du bateau, au poste de travail, avec un copain qui s'appelait Le Borgne, un breton. D'ailleurs, quand on sortait à terre, on était tout le temps ensemble, on était deux bons copains. Et puis de là, on est parti faire une mission de représentation dans le Pacifique. La représentation française, donc c'était représenter la France dans les pays étrangers, etc. Donc on arrive en Thaïlande. À Thaïlande, on est passé 5 jours à peu près là-bas. On est revenu, on est repassé par l'île de Pulo Condor, qui était entre Saïgon et la Thaïlande, et Bangkok. On a embarqué des prisonniers avec des boulets aux pieds sur le pont du bateau. Non, j'avais pas encore 18 ans. On est surpris déjà, premièrement, de voir des prisonniers avec les boulets aux pieds. Ça nous surprend. Et en fin de compte, s'ils ont été prisonniers, c'est qu'il y a eu quelque chose. Toujours est-il qu'on les a ramenés à Saïgon et on les a débarqués. Et c'est là, suite à cela, qu'on est reparti après de Saïgon dans le Pacifique en passant par Bornéo, Sumatra, Java. Et là, on a été faire une bonne petite balade avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. À ce sujet-là, à Bornéo, j'ai une petite anecdote aussi, c'est que le pacha, donc le commandant du navire, avait une amie qui se trouvait, c'était une bonne sœur qui se trouvait à l'intérieur à Jakarta. Non, pas à Jakarta, c'était à Balikpapan, exactement.
Et il a voulu aller rencontrer cet ami-là. Il nous a emmenés en délégation. On était une dizaine de marins du Francis Garnier. Il nous a emmenés faire un tour, voir cette bonne sœur. Et je me souviens vraiment, c'était des gens sauvages. Et puis le commandant du navire qui était là avec nous, là, il dit à la bonne sœur, j'inviterais bien ces gens-là à venir faire un petit tour sur le bateau, leur passer un film. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés le lendemain à bord, avec leurs pirogues, des os dans le nez. Et c'était vraiment surprenant. Et de les voir regarder le film qu'on leur a passé sur la plage arrière, alors là, ça payait vraiment, là. Ouais, ouais. Parce qu'ils étaient complètement ébahis, on les voyait qu'ils ouvraient les grands yeux, ils n'avaient jamais vu de film, ils n'avaient pas vu ce que c'était qu'un film. C'était la première fois. C'était surprenant pour nous. Après donc, avoir été visiter ces tribus, là, je dirais une tribu, oui. Parce que là, on est dans le Pacifique, maintenant, on fait une tournée de représentation, avoir visité ces pays. Nous voulons partir en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, on va en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, on a embarqué, on a pris, non, c'est pas là qu'on a pris des réservistes, on est parti en Polynésie, à Tahiti. Et là, on a embarqué des réservistes pendant 3 semaines à 1 mois à bord. Et on a fait toutes les îles qu'il y avait en Polynésie, les Gambiers, Tuamotu, je ne sais plus lesquelles encore, il y avait plein d'îles à faire. Et là, c'était aussi pareil, on a été vraiment surpris de l'accueil qu'on avait. Il y avait des pirogues avec des vaïnés à bord, avec une guitare, et ils nous jouaient la Marseillaise en arrivant. Alors nous, l'équipage du bateau, on descendait soit les tribordés à une île, bâbordés à l'autre île. C'était merveilleux. Oui, on pense voyager, certains, mais pas du tout de cette manière. Ouais. Quand on a fini la Polynésie, on est rentré par les Fidji, les Samoa, les Fidji, les Nouvelles-Hébrides, d'ailleurs où je suis retourné en tant que gendarme par la suite. Et on est revenu à Saigon. On s'est retrouvé à 80 pour monter au Japon. Parce qu'on devait aller en carénage au Japon, étant donné qu'on avait des dommages de guerre et c'était payé par les Japonais. Donc il fallait aller réparer le bateau là-bas, et vraiment il en avait besoin. Justement en partant, donc on arrête à Hong Kong, ça va bien, après on passe au large des Philippines, actuellement ça s'appelait Formose, avant ça s'appelait Formose, c'est les Philippines maintenant. Et là on a pris une queue de typhon sur le navire. On n'avait pas le mal de mer, tout le monde avait peur. Parce qu'une queue de typhon, c'est la mer démontée complètement. Et elle est toute jaune. Elle est vraiment toute démontée, des très grosses vagues. D'ailleurs, le bateau, il a tellement souffert qu'il était en mauvais état déjà, qu'il y avait de l'eau qui remontait par les dallots. Donc on s'est retrouvé avec 1 mètre d'eau dans le poste-équipage. Heureusement, on avait des hamacs pour dormir. Ce n'étaient pas des manettes par terre. C'était des hublots, on ne voyait plus rien à travers et tout, tellement c'était méchant, la mer était très méchante. Donc là, tout l'équipage avait peur, en même temps, on avait peur, hein, parce qu'on se demande si on va sortir de là-dedans. Quand on est arrivé d'ailleurs au port au Japon, à Uraga, à Yokosuka, là, on a tourné pendant une demi-journée parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le port, tellement la mer était mauvaise. On a fait des ronds dans l'eau. Pourtant, c'est pas des petits bateaux que... Ben non, il faisait quand même 110 mètres de long. Hein. 110 mètres à peu près, ouais. Voilà, et puis arrivé là-bas, arrivé au Japon, on a quitté le navire, on a désarmé. On était là pour 1 an, en principe, 1 an. Donc est arrivé mon retour, la fin de mon séjour arrive, et je suis obligé de reprendre la direction de la France. On arrive après Singapour, mais au lieu de Singapour aller vers le canal de Suez, on n'a pas pu aller vers Suez, parce que Nasser avait fait couler des bateaux dans le canal. Une trentaine de bateaux obstruaient le canal, on ne pouvait plus rentrer par là.
C'était Nasser en 1900, je ne sais plus exactement, 1956 c'était, oui. Alors on a mis depuis Yokohama, Marseille, 45 jours de retour de mer pour rentrer. Parce qu'entre Singapour et Durban, sud de l'Afrique, là, on a mis 12 jours sans voir la terre. Après on est passé par le sud de l'Afrique, par les Rugissants, etc. là-bas. On est remonté par Dakar, Marseille. On est arrivé à Marseille. Non, c'est pas fini, parce que je rentre dans mon village natal où je passe 3 mois de permission. J'ai 3 mois de permission à passer, donc ça faisait tout drôle de retrouver la famille après 2 ans de séparation. Là, pendant ce temps-là, ça me travaillait un peu. Je dis, je vais pas rester dans la marine à mon âge, j'ai envie de quitter. Donc j'avais 19 ans passés, presque 20 ans. Et puis quelques mois après, la gendarmerie m'envoie une convocation. Je devais aller faire le stage à Melun. Donc j'accepte, et puis je suis parti 6 mois en stage à Melun pour être gendarme. Et au bout de 6 mois, je sors élève gendarme avec un galon. Voilà. Et c'est la guerre d'Algérie. On change complètement aussi. Mes frères, ils sont partis déjà. Ils ont déjà été... J'ai mon frère jumeau qui est allé dans les Aurès, bagarré là-bas, et un autre frère qui a été rappelé, qui a fait 32 mois de service militaire. Donc tout ça, et moi je n'avais pas été encore faire la guerre en Algérie, mais quand on arrive à l'escadron à Wissembourg, je remplace déjà 5 gendarmes qui ont été tués là-bas, à côté de Bernel. Mais quand j'ai vu les gendarmes rentrer et que j'ai vu le matériel que ceux qui ont laissé leur vie là-bas, j'ai dit ça a dû être très difficile pour eux. Ils ont ramassé à la petite cuillère les gendarmes là-bas. Ils ont explosé sur un scout-car qui leur laissait aucune chance. C'était une bouteille d'acétylène qui avait été piégée. Donc l'explosion a été terrible. Ils ont ramassé tout ça en petits morceaux. D'ailleurs, j'ai vu des pièces de 5 centimes à l'époque, là, 5 francs, c'était 5 francs, en aluminium, déchirés littéralement, des chargeurs déchirés aussi. Tellement l'explosion a été dure aussi. Là, on est arrivé en 60 à peu près, là, oui. Oui, c'était en 60. Là, on est resté on est parti en catastrophe pour Oran, parce qu'il y a des manifestations. Donc la veille au soir, rassemblement avec préparation du sac à dos, coup de clairon, etc. Et le lendemain, 8h, départ avec les sacs à dos. Ça a été difficile parce qu'on nous fait débarquer, en plus, on nous fait débarquer à Oran, en képi, au lieu de mettre le casque. Et là, on avait des manifestants de chaque côté. On s'est retrouvés avec... je me rappelle, j'ai attrapé du sang plein la tenue. On était avec les fusils MAS 36 en travers. C'était vraiment très chaud. On est en train d'essayer d'empêcher de se bagarrer entre eux, quoi. C'est ça le problème. Mais ils avaient tous un revolver dans la ceinture, dans la poche ou autre. Et les autres, ils avaient des haches, ils avaient des coupes-coupes, etc. Oui, c'était pas facile. On est au milieu, on fait le tampon. On fait le tampon. Vous y arrivez? Ben oui, on y est arrivé. Vraiment, on a été pacifique. On n'a pas déployé, pas eu de coup de feu, rien du tout. Ça a été très calme par la suite. On les a maintenus à distance. Et puis tout le monde est reparti à un moment. Ça s'est bien passé quand même. Mais il y a des moments où ça chauffait. On a eu un jour une équipe qui faisait des contrôles. Et dans ce contrôle, il y avait des félagas qui sont arrivés avec une 203 Peugeot et qui ont commencé, au lieu de les gendarmes demandent les papiers, au lieu de donner les papiers, ils ont sorti le 1143. Et ils ont tiré sur le chef qui se trouvait là. Il est parti dans le fossé, lui, avec le coup de revolver. Ça lui est passé pas très loin du cœur. Ça lui a percé un poumon, d'ailleurs. Et tout de suite, les gendarmes qui le protégeaient ont rafalé. En plus, il est arrivé une automitrailleuse des légionnaires qui arrivaient derrière sur la route. Eux, ils n'ont pas hésité non plus. Ils ont rafalé tout de suite et ils ont explosé la voiture. C'est Algérie, ça.
Donc on était en 1960 là, et c'est là que j'ai appris la naissance de mon fils au mois de décembre. On était encore là-bas jusqu'à Noël. Le 6 décembre, Jean-Jacques, mon fils, est né, et je l'ai connu que 20 jours après, quand on est rentré. On est rentré entre Noël et le Nouvel An. À un moment donné, avec ta femme, Oui, d'ailleurs je crois que l'initiative est partie d'elle plus que de toi, oui, oui, décidé de partir à l'autre bout du monde. tout à fait. Alors, elle me demande, à force de lui raconter mes petites histoires et tout ça, elle me dit, moi je partirais bien outre-mer aussi. Donc, j'étais motocycliste à Beauvais à l'époque. J'ai resté quand même 10 ans, motocycliste à Beauvais. Et là, je fais une demande pour partir outre-mer. Puis quelques temps après, je reçois une affectation Nouvelle-Calédonie. Ah, très bien. J'ai cherché sur la carte tout de suite, j'ai regardé où c'était. Je me doutais un peu, parce que comme j'étais passé déjà avec le bateau, quand on arrive là-bas, c'est dispatché un peu tout le monde. Moi, je reste à Nouméa pour l'instant. Je travaille à la brigade. Bon, ça se passe bien. Et puis, un soir, en retour du travail, le colonel m'appelle et me dit, bon, ben écoutez, vous allez être muté à Port-Vila, Nouvelles-Hébrides. Ah bon. Moi, je fais l'ignorant un peu, je dis, où ça se trouve, ça? Et il me dit, c'est à 500 km au nord de la Nouvelle-Calédonie, vous serez là-bas. J'ai déjà un petit peu l'habitude de ça. Par contre, les enfants ne sont pas tellement habitués, et la femme non plus. Je me souviens d'une petite anecdote, quand on est arrivé à Nouméa, à Nouméa, je dis bien, quand on est arrivé à Nouméa, Jacqueline, Jean-Jacques et Corinne rentrent dans la chambre de passage, on ouvre le frigo, il y a une nuée de cafards qui sortent, Jacqueline va faire le lit, on tombe sur des margouillas qui passent sur la tête de lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Les voilà qui se mettent à pleurer, ils se mettent sur les cantines, assis et en train de pleurer. Ça n'a pas duré longtemps parce que je les ai mis je les ai prévenus, c'est pas grave, ça, vous inquiétez pas, on restera pas là-dedans, on va changer et tout. Mais c'était un peu dur l'arrivée là-bas, dans la chambre de passage. Donc je suis passé chef, étant là-haut à Nouméa, et le colonel me dit, bah, vous allez être affecté à Tana. Tana, c'est une île au sud de l'archipel, avec un volcan en activité. Bon, ça se passe très bien, on n'a pas de problème, à part une fois où il y avait un nommé Fornelli qui venait de Port-Vila et qui a voulu prendre l'indépendance. Il a sollicité les indigènes pour prendre l'indépendance de l'île. Il a écrit à la reine d'Angleterre, il a écrit au commissaire résident, au président de la France, etc. Il avait mis un pataquès incroyable et il s'est retrouvé dans le nord de l'île un jour avec des gars qu'il avait habillés en blanc et il leur avait donné des fusils pour faire un genre des équipements militaires. C'est pas un local. Son origine, lui, il était armurier à Lyon. Et il était colon, disons qu'il était colon à Port-Vila. Et je le connaissais personnellement, parce que j'avais déjà été chez lui quand j'étais à Port-Vila. J'avais été chez lui déjà. Il me connaissait et je le connaissais. Et puis, donc ce jour arrive, il vient et il veut monter une petite troupe, là, et tout ça. Donc, comme c'était un condominium, les Nouvelles-Hébrides, il y avait les Anglais et les Français. On est parti le matin, moi j'avais mes miliciens, et les Anglais avaient leurs miliciens aussi. Donc on s'est retrouvés à une vingtaine en tout, pour arriver sur le nord de l'île, pour intercepter Fornelli. Quand je suis arrivé sur le plateau, là où il y avait le village, là, on rencontre une armée de citoyens d'indigènes, bardés de flèches, coupe-coupe, saguets, il y avait plein de matériel et tout, en rang. Et nous, on arrive aussi en rang, face à eux.
Moi, j'avais le PM, les miliciens avaient le MAS 36, ils n'avaient jamais tiré un coup de fusil. Donc, j'entends un bruit un de mes miliciens qui était en train d'armer une culasse. Oh, je vois ça. J'ai dit, arrête, toi, veux-tu ranger ça, ranger les munitions dans les cartouchières. Pas de sortie de ce roman, ça aurait risqué de déraper. Et puis, on s'est mis à parlementer avec les indigènes. J'aurais dit, vous baissez tous vos outils que vous avez à la main, vous le jetez ça au milieu, là, entre nous. Et ils ont fait un tas de saguets, fourches. Ils ont exécuté au bout d'un certain temps, après avoir parlementé. Ils ont jeté leurs flèches, tout ce qu'ils avaient dans les mains. Bon, j'ai dit, c'est pas le tout, maintenant il nous faut Fornelli, parce que lui, il n'était pas là. En fin de compte, il était barré, caché dans la brousse. Je leur dis, vous allez chercher Fornelli, vous me le ramenez, vivant. Hein, pas de problème, vivant, vous me le ramenez, là. Un quart d'heure après, il est arrivé en short avec un collier de dents de requin autour de lui, là. Et quand il m'a vu, alors j'ai dit, Fornelli, vous avez voulu jouer les... Hein, mais vous n'avez pas gagné. Il me dit, c'est vrai. Tant pis. Alors j'étais obligé de lui mettre les menottes. Et en même temps, d'arrêter ses partisans qui étaient avec lui. Ça fait que j'ai fait 23 arrestations ce jour-là. La journée était très longue. Depuis le matin à 6h jusqu'au soir à 10h du soir bientôt. Oh ben c'était pas Clairvaux, hein, la prison, c'était pas du tout la prison de Clairvaux ici en France. C'était vraiment très souple. Les prisonniers sortaient le matin, venaient travailler sur la pelouse, couper la pelouse, etc., faire le jardin, soigner les volailles, etc. Et puis ils rentraient le soir, on refermait la porte, et puis voilà, et ils dormaient dans leur prison. Et c'était très sympa, de toute manière. Donc j'avais combien? J'avais des moments, j'avais quand même pas loin d'une dizaine de prisonniers. Mais c'était pas des grosses... souvent dans les îles là-bas, on prenait des gens qui habitaient sur le nord de l'archipel, et les amenaient sur le sud, à Tana par exemple, et comme ça ils étaient séparés de leur milieu. Donc ils ne faisaient pas de bruit, c'était très calme, il n'y avait pas d'histoire. J'ai jamais eu une manifestation quelconque et tout ça, tout se passait très bien. C'était un petit peu l'hôtel, ils n'étaient pas malheureux. Ils n'étaient pas malheureux du tout. Ouais. Ah oui, c'était sympa. Et après tout ça, donc, quand j'ai fini mon séjour aux Nouvelles Hébrides, au Vanuatu maintenant, parce qu'il faut savoir qu'ils sont indépendants depuis 1980, et ça s'appelle le Vanuatu, au lieu des Nouvelles Hébrides. Et quand on est reparti de là-bas, on est rentré sur la France en un mois de temps. On a pris tout notre temps. J'ai fait des escales à Nouméa. Ensuite, on est allé en Polynésie, à Tahiti. On est resté 8 jours. 8 jours à Nouméa, 8 jours à Tahiti, 5 jours au Pérou, 5 jours en Martinique, 5 jours en Guadeloupe. Je regrette un peu de ne pas avoir fait la Guyane. Je voulais passer en Guyane, faire un petit tour. Mais on avait quand même 300 kilos de bagages. Et les enfants, la femme et les enfants avec. Donc ça fait pas mal de monde, ça. J'ai eu beaucoup de facteurs chance dans ma vie, mais vraiment, si c'était à refaire, je serais partant. J'ai passé une vie exemplaire, je dirais, sympathique et tout, ce qu'on peut... J'ai pas à regretter, pas du tout. Maintenant, je passe des jours heureux, ici à Rouen. Voilà pour... terminer mon épopée.